Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Coopérateur Audio, entièrement dédié aux résultats de 2024 de Solio Groupe Coopératif. Je suis Patrick Dupuis et je m'entretiens avec Pascal Hull, chef de la direction de Solio Groupe Coopératif, qui nous brossera le portrait du dernier exercice de l'entreprise. Bonjour, Monsieur Hull. Bonjour Patrick, merci de l'invitation. Je suis très content d'être ici pour vous parler de notre bonne dernière année. On a eu une année chargée, alors plongeons tout de suite dans le cœur du sujet. L'exercice 2023-2024 de Solio Groupe Coopératif affiche le deuxième BAYA opérationnel le plus élevé de son histoire, c'est-à-dire le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements. Comment y êtes-vous arrivé après des années difficiles? Je vous dirais, on a eu quelques années difficiles. On a été, je vous dirais, victime d'une tempête parfaite avec la COVID. On a eu les enjeux sur la Chine, la crise de la main-d'œuvre où à un certain moment donné, on avait besoin, où il nous manquait 3000 employés dans nos usines. Et également, il y a eu beaucoup de pression sur notre bilan financier. Alors, c'est maintenant derrière nous. Quand on parle de la tempête, c'est derrière nous. Je peux vous affirmer que Solio a retrouvé son élan. C'est vraiment une très bonne année. Les résultats de Solio pour l'exercice 2024, ça démontre un revirement qui est remarquable. La performance, ça provient des éléments d'efforts de consolidation que toutes les équipes dans chacune des divisions de la société mère ont fait. On a fait également de l'efficience opérationnelle dans chaque secteur d'activité. On a optimisé l'ensemble de nos actifs. On a réduit notre bilan d'au-dessus de 1 milliard de dollars et on a aussi réduit l'endettement. Alors, je vous dirais nos résultats, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nos résultats sont en nette progression depuis maintenant 2 ans. Et c'est la deuxième meilleure année en BAYA opérationnel de l'histoire de Solio en 102 ans. Je vous dirais, c'est une fierté pour nous là, d'avoir atteint des résultats comme ça. Élément important ou fait marquant, c'est deuxième meilleure année à vie, mais avec 1,2 milliard d'actifs de moins. Je vous dirais, on fait beaucoup mieux avec moins. Ça, c'est une fierté. Puis ça témoigne des efforts de chacune des équipes, de chacune des divisions à mieux travailler et à en redonner plus aux membres. Je voudrais, malgré un contexte économique aussi incertain, Solio a démontré une détermination qui est exemplaire. L'ensemble de nos employés ont déployé des efforts, ont une détermination incroyable. Notre plan de redressement, notre approche stratégique ordonnée, pour laquelle on a opté il y a 3 ans, ça a porté ses fruits. On a mené à bien notre plan sans compromettre les outils de mise en marché. Puis ça, on l'a dit souvent, là, on a bâti des outils de mise en marché pour les producteurs agricoles il y a plus de 100 ans. C'était important pour nous de garder ces outils-là. C'est grâce à la gestion rigoureuse et des décisions stratégiques efficaces qu'on a prises qui nous a permis de les garder encore avec nous. Les succès qu'on a, ça témoigne de la résilience de l'organisation, de l'engagement de nos membres, de l'engagement de l'ensemble des employés, des équipes qui ont su transformer ce défi-là, parce que c'était un défi énorme, 3 ans, en des occasions d'affaires avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on a gardé le focus à la planification stratégique, puis on a optimisé nos opérations et notre bilan. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres pour avoir un ordre de grandeur? Oui, Patrick, l'exercice financier qu'on a terminé le 26 octobre affiche des ventes de 7,8 milliards. Notre excédent net est de 270,7 millions. Ça inclut une perte afférente aux activités abandonnées dans Solio Agriculture, qui est notre terminal grain. Juste pour vous dire, en 2023, pour comparer, les ventes étaient à 8,3 milliards, alors que la coop affichait un excédent net de 115,4 millions. Alors, 270 cette année, 115 l'an passé. La performance se reflète dans le BAYA opérationnel qui a connu une progression qui est notable pour atteindre 418,4 millions, soit une hausse de près de 57 millions si on compare avec l'année 2023. Le chiffre d'affaires de Solio Groupe Coopératif est cette année de 7,8 milliards de dollars, vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'année précédente? Pour nous, c'est une excellente année pour notre grand groupe coopératif. On voit une légère baisse du chiffre d'affaires, puisqu'on parlait en 2023 d'un chiffre d'affaires de 8,3 milliards. Ce léger repli-là, ça s'explique principalement par une diminution importante du prix des grains qui a affecté la baisse des prix de vente en alimentation animale de la moulée et aussi la diminution du prix des fertilisants, entre autres, dans l'ensemble du Canada. Mais je vous dirais, dans un contexte d'une année incertaine, dans ce monde-là, on a bien tiré notre épingle du jeu. Les excellents résultats sont le fruit d'actions qui ont été structurantes, qui vont continuer à porter leurs fruits dans les années à venir. On a bâti une entreprise au cours des dernières années qui est beaucoup plus résiliente. On devrait avoir des résultats à la hauteur de nos attentes, mais de façon beaucoup plus stable que l'on a vu dans les 10-15 dernières années. On ne parle pas de coup de chance. Je vous dirais que c'est une tendance qui est durable.
C'est le résultat de nos efforts à tous, c'est pas les efforts d'une seule personne, c'est une équipe, c'est un effort collectif qui est important. On est une entreprise collective, mais c'est un effort collectif également qu'on a fait au cours des dernières années, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des beaux résultats, mais aussi entrevoir des beaux résultats pour les prochaines années. Juste pour vous dire, là, le modèle coopératif, c'est une vraie solution pour créer de la richesse, puis on le démontre encore une fois cette année. Tournons-nous vers nos divisions. Dans chacune d'elles, quelles ont été les réussites et les défis auxquels l'organisation a été confrontée? Je pourrais t'en parler durant des heures et des heures parce qu'on a beaucoup de belles réalisations dans la dernière année. Je vais débuter par Solo Agriculture pour l'exercice financier qui vient de se terminer. Solo Agriculture affiche des résultats qui sont supérieurs aux attentes, supérieurs à ce qu'on avait prévu à nos budgets. On voit une croissance dans les productions animales puis une stabilité dans les productions végétales. Je vais noter en 2024, en production animale, la compétitivité s'améliore au Québec. Les marges progressent dans l'Ouest et dans l'Atlantique, puis les coûts des inventaires sont maîtrisés. En production végétale, malgré un retour à normal au niveau des marges brutes, les performances des co-entreprises ont légèrement diminué. Je vous rappelle qu'on a plusieurs co-entreprises à travers le Canada à 50-50. Malgré que les conditions météorologiques aient permis une légère augmentation des volumes des intrants, on a une performance exceptionnelle du secteur grossiste hors réseau au Québec. Au niveau du secteur grain, les plans de sortie des activités de commercialisation directe de grains vont se poursuivre tels que prévu dans le plan. Avec des très belles nouvelles au niveau de l'agriculture, on a une planification stratégique, on améliore nos opérations, on a réinvesti dans notre cœur de métier qui est l'agriculture. Alors que des bonnes nouvelles, puis je peux vous dire que la tendance se maintient pour l'année qui est en cours. Pour ce qui est de BMR, l'exercice 2023-2024, on a tiré habilement notre épingle du jeu dans un environnement d'affaires, je vous dirais, qui était très exigeant. On a vu un creux historique au niveau des mises en chantier, très, très peu de mises en chantier dans la dernière année. Des taux d'endettement élevés des ménages, les taux d'intérêt qui ont commencé à baisser au milieu de 2024, mais je dirais des taux d'intérêt qui étaient élevés. Alors, les résultats étaient supérieurs aux attentes, bien qu'en baisse par rapport à 2023. Fait qu'on a une bonne année, mais c'est quand même une année un peu plus difficile au niveau de BMR si on compare aux 5 dernières. Par contre, dans les bonnes nouvelles, vers la fin de l'année financière, on a assisté à une reprise progressive de l'économie. Les taux d'intérêt ont commencé à baisser. La tendance est actuellement plus favorable pour l'année qui s'en vient. Alors, quand même une bonne année, mais on voit le soleil pour 2025 au niveau de BMR. Je vous dirais juste quelques petites notes pour 2024. On a simplifié nos opérations. On a augmenté la productivité et la qualité de service à nos marchands, qui est très, très important pour nous. On a fait également du recrutement de nouveaux marchands. On a étendu notre réseau et notre influence dans le marché de la rénovation et de la construction. Et on a aussi finalisé la planification stratégique. On a un plan qui est très optimiste au niveau des résultats. On a accéléré le déploiement de nos marques exclusives, nos marques maison. Puis on a aussi maintenu une entente avec Arena, qui est un groupement international, principalement avec des joueurs européens qui nous amènent des volumes extraordinaires, des possibilités d'importation de produits et de marge, tant pour BMR que pour nos marchands qui sont à la hausse. Alors, tous ces éléments-là, c'est des succès importants pour BMR. Pour ce qui est de notre filiale en alimentation Olimel, on peut parler d'une année charnière, d'une excellente année d'Olimel. Les résultats financiers de la division découlent notamment des efforts, c'est des efforts soutenus dans un plan d'optimisation des dernières années, dont maintenant on récolte les fruits. Fait que je veux dire, on a revu l'ensemble du portefeuille, on a revu les marques, on a revu les usines, on s'est délesté de certains actifs. Alors, je vous dirais, Olimel a atteint et même dépassé les cibles qu'on s'était données dans le plan de redressement de 3 ans. Pour ce qui est de 2024, on s'est adapté à un réalignement mondial du marché porcin, je vous dirais par une certaine stabilisation du marché en Europe, une adaptation des achats du marché du Japon, une concentration de la Chine. On vendait de la Chine principalement du frais, produits de la commodité. Aujourd'hui, c'est principalement des sous-produits qu'on appelle le 5e quart qu'on vend en Chine. Et on vit encore, malgré, je vous dirais, le nuage de tarifs, on a vécu une croissance du marché américain. Bien que la situation s'améliore dans le porc frais, le secteur demeure déficitaire. Alors, on poursuit nos efforts pour atteindre la rentabilité au niveau du secteur du porc frais qui est plus difficile. Parallèlement, on va parler du marché de la volaille. Le marché de la volaille, après des années de croissance des marges, après des années records, ça s'est un peu complexifié en 2024
avec une légère pression à la baisse sur les prix et sur les marges. Je vous dirais, un élément qu'on cherchait aussi, c'était la durabilité des résultats. On voulait que les résultats soient moins volatiles. Le secteur porc est très, très volatile. Le secteur porc frais est une commodité très volatile. Alors, on équilibrait les résultats entre le porc et la volaille. Alors, aujourd'hui, là, on a quasiment une répartition égale entre les résultats de la volaille et les résultats du porc en termes de BAIA. Fait que je vous dirais, l'organisation est beaucoup moins à risque en ayant une répartition quasiment 50-50 entre la volaille et le porc. Fait que ça faisait partie de nos cibles qu'on avait au niveau de Solium, au niveau d'Animel également. Les résultats se sont donc grandement améliorés, mais la question de notre dette d'entreprise a été au cœur de plusieurs discussions dans les dernières années. Comment est-ce que les choses évoluent à ce niveau? Bien, on a travaillé à réduire notre dette. On a réduit notre dette considérablement, tant notre dette en dollars envers nos banquiers, envers nos prêteurs, envers nos partenaires institutionnels. Alors, on a travaillé à réduire la dette. Bon, comment on réduit la dette? On a vendu des actifs, on a amélioré nos résultats. Fait que je vous dirais, on est en même bien meilleure posture aujourd'hui qu'avant la crise. Fait que ça, je vous dirais, c'est des très, très bonnes nouvelles. Ça assure une pérennité pour nos membres, pour nos employés. En ce moment, notre dette se situe autour de 790 millions de dollars. Elle est un peu plus élevée que ce qu'on souhaiterait, mais la situation évolue dans la bonne direction. Mais nos ratios sont en meilleure santé qu'on pensait ou qu'on souhaitait y arriver plus rapidement. Pour parvenir à maintenir des ratios intéressants qui vont assurer la pérennité, mais je vous dirais, c'est la vigilance, la discipline, ça va être nos alliés. Dans la gestion des opérations, le maintien de la performance financière, on vise une performance qui est solide, mais qui est surtout durable. On va continuer à mettre en place des mécanismes de financement qui sont nécessaires, qui sont les bons financements pour l'organisation, pour le type d'organisation qu'on est, notamment par l'optimisation de notre structure financière. C'est ce qu'on a débuté l'an passé et c'est ce qu'on va poursuivre dans la prochaine année financière. Il faut maintenir un équilibre financier pour demeurer sain. On doit demeurer prudent dans nos décisions d'investissement, dans nos décisions de CAPEX, parce que la situation peut évoluer rapidement. Je vais vous donner juste l'exemple de ce qui se passe avec les tarifs, l'arrivée du nouveau président américain. Ça crée de l'incertitude dans les marchés. Alors, je vous dirais, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Alors, c'est important de demeurer prudent, assurer une organisation qui va être toujours là, malgré les tempêtes qui pourraient encore arriver dans le futur. Mais je vous dirais, on a fait preuve qu'on est capable de s'adapter. On est une entreprise qui est agile, qui est flexible. Puis j'ai pleinement confiance en nos moyens, en nos gens, puis en l'organisation. Vous avez parlé de CAPEX. Est-ce que ça serait possible d'avoir quelques précisions? Ben oui, c'est un terme comptable qu'on utilise, mais c'est les investissements qu'on fait dans nos actifs. Alors, nos investissements annuels qu'on présente au conseil d'administration annuellement au budget, mais c'est les argents qu'on réinvestit dans nos actifs. Les bons résultats financiers vous permettent donc cette année de verser des ristournes. De quel ordre sont-elles et comment seront-elles distribuées? Très bonne question. Mais premièrement, je vais débuter par vous dire que notre mandat, c'est de créer de la valeur pour nos membres. Ça, c'est notre première priorité. Puis je vous dirais, c'est ce qui nous motive aujourd'hui. On est très content de pouvoir verser des ristournes cette année à nos membres après 3 années plutôt difficiles sans ristournes. Alors, c'est une façon pour nous de contribuer au développement économique et la richesse du réseau, aussi des régions, avec un retour monétaire aux propriétaires et aux membres de nos sections. Alors, c'est l'ensemble de nos membres, les coopératives, mais aussi la filière porcine et les marchands BMR. Alors, ce que je peux vous dire, enfin, arrivé à votre question, alors c'est près de 25 millions qui vont être distribués cette année. 17,8 millions en ristournes. Et pour la filière porcine, ce sera un montant de dividende de 5,2 millions, ce qui équivaut à 7,2 millions en ristournes, moins les impôts à payer. Car sur le dividende, il y a l'impôt à payer. Alors, c'est un équivalent de 7,2. Alors, les bons résultats aussi nous permettent cette année de procéder à du rachat de participation des années antérieures. Alors, on va racheter des actions privilégiées des coopératives aux membres pour une valeur de 30 millions. Alors, on va réinjecter cette année 25 millions en ristournes, incluant le dividende, et aussi du rachat de capital pour 30 millions. Alors, je pense que c'est des bonnes nouvelles pour nos membres, c'est des bonnes nouvelles pour les régions. Alors, quand les résultats de Solio vont bien, mais on est content de redistribuer cette richesse-là. On entend souvent parler de la planification stratégique de Solio Groupe Coopératif. Quels sont les objectifs de rentabilité, les projets de croissance et les priorités à venir? Je dirais, on a complété pour l'ensemble du groupe un exercice de planification stratégique l'an dernier. On l'a fait de façon peut-être différente. C'était la première fois qu'on avait une planification stratégique tout le monde ensemble. Ça veut dire les 3 divisions et la société mère en même temps.
Alors, l'objectif, c'était assurément de partir sur des bases solides. On veut, encore une fois, je vais vous dire, c'est un mot que j'utilise souvent, là, mais garantir la pérennité de l'organisation, c'est important. On voulait être ambitieux. Je dirais, nos cibles étaient extrêmement ambitieuses pour le prochain siècle de notre histoire. Alors, on s'est doté de cibles ensemble, collectives, d'améliorer le BAIA, le bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement de 250 millions pour l'exercice financier 2027-2028. Alors, des cibles très, très ambitieuses. Alors, c'est sûr que pour arriver à des cibles comme ça, ambitieuses, on va travailler sur l'excellence opérationnelle. Ça va demeurer au cœur de nos priorités. On va poursuivre la planification stratégique de l'excellence opérationnelle. Fait que quand on parle de planification stratégique, souvent, on va parler de vision, on va parler d'acquisition, de développement, mais pour nous, pour la planification stratégique 2023, 2027, 2028, le mot d'ordre ou le cœur de la planification stratégique, c'est vraiment l'excellence opérationnelle. Alors, on va travailler sur nos opérations, on va travailler sur la performance, on va travailler sur l'efficacité pour générer plus avec ce qu'on a actuellement, sans acquisition. Alors, je vous dirais, c'est ça qui guide nos initiatives puis la structure de l'ensemble de notre démarche. On a des objectifs qui sont clairs. Alors, on veut optimiser notre exécution puis la qualité des opérations. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans les faits? C'est, on va accroître nos marges. On va renforcer le BAIA de chacune des divisions. On va stabiliser la situation financière, donc le bilan. On va dégager aussi l'espace nécessaire en termes de liquidité, en termes de ratio pour réinvestir dans la croissance. Je suis convaincu que ce plan-là va nous mener vers un succès qui va être durable pour l'organisation, mais ça va aussi concrétiser l'ensemble de nos ambitions en créant de la valeur pour l'ensemble de nos membres. On revient souvent à ça, là, mais on veut créer de la valeur pour nos membres, pour les propriétaires. En plus de son rapport annuel, Solio Groupe Coopératif publie un rapport de responsabilité d'entreprise et coopérative. L'environnement, on le sait, préoccupe grandement la population et nos membres. Ces derniers, d'ailleurs, sont victimes de ce qui se passe avec les changements climatiques. Quelles actions Solio et ses divisions entreprennent-elles en matière de développement durable et de protection de l'environnement? Tu as raison de dire que l'environnement nous préoccupe grandement. Ça ne fait pas seulement nous préoccuper, je vous dirais, on passe à l'action. On ne fait pas juste en parler, on a des actions concrètes. On s'est donné une cible claire à atteindre. Alors, on veut réduire de 25 % nos émissions de GES de portée 1 et 2. Alors, nos émissions directes de gaz à effet de serre d'ici 2030. À l'heure actuelle, nos émissions de portée 3, c'est-à-dire celles qui proviennent de nos activités en amont ou en aval, par exemple, ce qui veut dire la production de fertilisants ou d'engrais ou au champ, ou la fabrication de gyps qui est acheté chez BMR et qui est distribué par BMR. Alors, ça représente 99 % de nos émissions totales. Donc, pour nous, on a un plan de travail de 18 mois qu'on établit pour évaluer la faisabilité d'atteindre nos cibles. D'atteindre des cibles également qui sont encore plus ambitieuses, qui touchent notamment les émissions de GES générées par nos opérations élargies, ce qu'on appelle la portée 3. Il y a plusieurs projets qui sont en cours actuellement par les divisions pour atteindre notre cible de réduction de 25 % de nos GES, notamment par des projets d'analyse d'efficacité énergétique dans nos usines, principalement les usines de Limel. Entre autres, je vais vous en donner quelques exemples, là. On a plus de 262 projets environnementaux qui ont été réalisés au sein des divisions pour assurer notre conformité de nos installations et minimiser notre empreinte environnementale. Ça, c'est un choix important qu'on a. On va également diffuser le guide de la saine cohabitation et du guide des bonnes pratiques environnementales pour l'entreposage et la manutention des fertilisants aux divisions de Solio Groupe. Ça inclut Limel, leurs partenaires d'affaires et aussi pour le réseau des coopératives. Ces guides-là, ça va servir à implanter des pratiques qui sont durables, qui sont responsables, qui vont viser à minimiser les risques et les impacts de nos activités sur l'environnement. Et on travaille également actuellement à développer et mettre en œuvre des outils d'aide à la décision qui est axé sur la responsabilité sociale. Fait que ça ne sera pas juste des outils d'aide à la décision qui sont financiers, mais également sur l'environnement et sur l'impact qu'ils auront sur les gaz à effet de serre dans le futur. Il y a quelques autres exemples d'actions environnementales qui sont en cours dans nos divisions, qui sont complétées. Entre autres, sur l'agriculture, on a créé un guide d'agriculture durable en production végétale et on a mis en service l'usine de CRF Agritech en Ontario à Saint-Thomas pour un engrais enrobé. Chez Limel, on a lancé une première démarche d'évaluation de la résilience et finalisation en 2025 d'un premier plan d'adaptation pour l'ensemble de ces opérations, de la ferme à ses usines, en passant par tous nos transporteurs et nos installations. À Limel également, il y a un projet de valorisation des boues, des fumiers, des lisiers et des sous-produits solides en engrais agricoles puis en création de gaz naturel renouvelable par biométhanisation. Puis BMR, on a un projet pilote de 2 centres de distribution de quincaillerie qui vise à réduire les quantités de matières plastiques étirables utilisées pour l'emballage des palettes.
Alors, je vous dirais, on a plusieurs initiatives, on en a 262 projets. Alors, je vous invite à ceux qui en veulent davantage, qui ont soif d'en apprendre, à consulter notre rapport, tout comme notre rapport financier sur le site de Solio, où est-ce qu'on donne l'ensemble de nos initiatives. Comme mot de la fin, M. Hull, qu'aimeriez-vous dire aux membres du réseau qui vous écoutent en ce moment? Premièrement, je veux remercier nos membres. On a eu, dans les périodes qui ont été plus creuses, plus difficiles, on a eu un soutien indéfectible de nos membres. On a eu également nos employés, fait que je veux les remercier, tout le monde, le réseau, nos employés. On a traversé des moments difficiles, puis le soutien de tous ces gens-là a été essentiel durant cette période-là. Alors, je peux vous dire, c'est ça l'esprit coopératif. Quand on parle de coopération, là, ça, c'est de la coopération. Aujourd'hui, on est content de pouvoir contribuer au développement économique et à la richesse du réseau avec un retour monétaire aux propriétaires grâce aux ressources. Fait que je vous dirais, les gens ont été patients, les gens ont été résilients. Mais aujourd'hui, avec les annonces qu'on a faites au niveau des ressources de rachat de capital, on est fiers de dire que la patience, elle a payé avec le retour. Nos membres, on en parle souvent, là, nos membres, les propriétaires, les producteurs agricoles, c'est notre raison d'être. C'est pour eux qu'on se lève le matin et à chaque jour et qu'on fait ce qu'on fait. Puis je vous dirais, dans les moments plus difficiles des dernières années, on se faisait souvent poser la question, vous n'êtes pas trop découragé, avez-vous confiance? La réponse, c'est oui, on a confiance, mais on le fait pour les propriétaires. Fait que la raison de se lever, c'est garder ces outils-là qu'on a bâtis dans le temps. Les générations passées ont bâti. Puis ça nous donne, je vous dirais, l'énergie le matin pour affronter les défis qu'on a vécus. Alors, veiller à la prospérité des familles agricoles d'ici, pour moi, là, c'est une mission importante dans laquelle on peut tirer beaucoup de satisfaction. Puis on en tire, puis je suis pas le seul. L'ensemble des équipes tirent une satisfaction. J'ose dire, l'ensemble de nos 15 000 employés également doivent retirer la même satisfaction qu'on a aujourd'hui. Alors, je tiens à les remercier, nos employés, les coops, les membres qui contribuent au succès qu'on connaît aujourd'hui. Merci Pascal Hull pour ce résumé des résultats de l'année 2024 de Solio Groupe Coopératif. Nous aurons certainement l'occasion de vous reparler pour d'autres enjeux et belles nouvelles qui touchent le milieu agricole et la coopérative. C'est ce qui conclut l'épisode de mars du Coopérateur Audio. Pour en savoir plus sur les résultats de Solio Groupe Coopératif et de ses 3 divisions, vous pouvez consulter l'édition de mars de votre magazine Coopérateur. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. C'était Patrick Dupuis et je vous dis à la prochaine. Capsule 3. La crise de 1929. Le crash boursier et la Grande Dépression de 1929 marquent une période de l'histoire qui s'est avérée difficile pour les agriculteurs au Québec. Plusieurs se sont endettés en période de prospérité et, dans ce contexte économique exigeant, ils n'ont pas les liquidités pour rembourser leurs créances. La mise en place d'un système de crédit agricole par le gouvernement fédéral en 1929 n'y change pas grand-chose. De nombreux fermiers vont déclarer faillite. Pour ceux qui réussissent à passer au travers, le crédit permet de les aider à grandir leur exploitation, encourager de nouvelles productions et à mécaniser l'équipement. C'est aussi la période où l'on prend le virage de l'électrification des fermes, une démarche plus longue qu'en milieu urbain. Fait peu connu, avant la nationalisation de l'électricité en 1963, près d'une cinquantaine de coopératives de distribution du courant seront constituées, essentiellement en milieu rural. C'est un chapitre différent qui s'écrit pour Solio, inauguré avec le départ du ministre Caron en 1929. Avec un nouveau titulaire du ministère, davantage enclin à voir Solio Groupe Coopératif voler de ses propres ailes, l'organisation marque une rupture de sa dépendance à l'égard du ministère. Cela ne la prive pas pour autant de son soutien, dont des subventions pour les activités de propagande et un généreux prêt de 750 000 $ à un taux d'intérêt préférentiel pour une période indéterminée. Homme d'affaires ayant entre autres connu un remarquable succès dans le domaine des pâtes alimentaires, Joseph Alix Desmarais va notamment acheter une compagnie qui connaîtra une telle réussite qu'elle sera vendue à Catelli. Il est choisi comme gérant général et il tient les rênes de Solio de 1929 à 1943. En quelques années, les effectifs vont passer de 116 employés à 217, dont une quarantaine qui travaillent au moulin de Saint-Henri à Montréal. Les conditions de travail s'améliorent. La semaine de travail passe à 52h30 pour les employés d'entrepôt, à 43h30 pour le personnel masculin de bureau et 38 heures pour les femmes. Si Solio prend un pas de recul dans le domaine du fromage, le secteur des grains et moulés connaît une forte croissance.
Révélateur de son poids dans le marché, elle exerce une pression à la baisse sur les prix des engrais, au point où le coût moyen au Québec est inférieur à celui de l'Ontario. Incontestablement, cela fait ressortir une plus-value découlant de la force du modèle coopératif. Dans la production de porc et d'agneaux, entre autres avec son abattoir de Princeville, Solio reçoit plus de 153 000 têtes transigées sur le marché de Montréal en 1939. Elle est aussi active dans le domaine avicole et dans le département des fruits et légumes. Dans ce dernier cas, une fructueuse campagne de publicité aux États-Unis permet la vente de petits pois verts de la Gaspésie et des bleuets du lac Saint-Jean. Sur le terrain, grâce à l'action de propagande constante des hommes de l'Église et des agronomes, de nouvelles coopératives voient le jour, dont celle du canton de Grenby en 1938, qui porte aujourd'hui le nom d'Agropur Coopérative. Jusqu'en 1938, ce sont les coopératives qui s'affilient à Solio. Puis, après l'entente avec l'Union catholique des cultivateurs, les syndicats coopératifs vont se joindre à Solio Groupe Coopératif. À l'image du lien entre le fermier et sa coopérative locale, un contrat d'affiliation régit la relation entre la coopérative et Solio, portant à la fois sur l'approvisionnement en fourniture et l'écoulement des produits laitiers et des animaux.